Bonjour Aude Deville. Bonjour. Aude Deville, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion, IAE de Nice, Université Côte d'Azur. Et vous êtes présidente élue du Conseil national des universités pour la section sciences de gestion et du management, la section 06. Aude Deville, actualité très chargée pour le CNU. Le Sénat a donc adopté un amendement qui propose ni plus ni moins que la suppression de la procédure de qualification aux fonctions de maître de conférence et de professeur des universités. C'est un problème. Oui, c'est un problème car la qualification est un gage que l'on donne aux candidats qui souhaitent devenir maître de conférence ou professeur en sciences de gestion. Il y a des critères établis qui sont homogènes pour tous, qui visent à estimer les compétences et les qualités des candidats, qu'elles soient académiques, tournées vers la recherche, pédagogiques, tournées vers les étudiants et les fonctions pédagogiques, mais également nous vérifions l'engagement institutionnel, que ce soit dans les sociétés savantes ou dans des institutions type l'HCERES, lorsque pour devenir professeur, c'est pas mal d'avoir déjà effectué des visites ou participer à l'organisation de grandes conférences internationales reconnues, par exemple. Alors évidemment, voilà, ça anime beaucoup les conversations sur les réseaux sociaux. Une pétition a été lancée, plus de 5000 signataires qui s'opposent à cette suppression de la qualification. Un des points qui revient, c'est mais finalement, il y a des comités locaux qui vont faire des recrutements. Pourquoi on aurait besoin de cette qualification au niveau national? Donc déjà, la qualification ne recrute pas. La qualification ne donne pas de poste. C'est effectivement plutôt une liste d'aptitudes où on vérifie si le travail scientifique, par exemple pour un jeune doctorant qui veut devenir maître de conf, est bien dans la discipline dans laquelle il souhaite postuler comme enseignant-chercheur. Donc ça, c'est important, l'intégrité des disciplines qui est vérifiée via la qualification, mais également une capacité à produire de la recherche pour la qualification de maître de conférence ou démontrer une capacité à encadrer de la recherche lorsqu'on veut devenir professeur. Donc ça, c'est vraiment important. La qualification ne donne pas un poste, mais plutôt un ticket pour avoir le droit de postuler. Dans tous les cas, ce sont des recrutements locaux qui recrutent leurs collègues de maître de conférence ou professeur. Donc là, nous n'enlevons rien en termes décisionnels au niveau local de l'établissement de l'université. Par contre, la qualification a toujours été vue comme un service que rend le dispositif national aux collègues locaux en disant, ben voilà, le filtre de la discipline, et le Conseil national des universités est une assemblée de pairs élus et nommés de la discipline. Nous reconnaissons les aptitudes du candidat et donc vous pouvez le recruter si vous le souhaitez, s'il correspond au profil, par exemple, que vous attendez pour un laboratoire spécifique. Alors évidemment, s'il y a eu cet amendement, c'est parce que ça s'inscrit dans un contexte, c'est l'autonomie des universités. Et pour faire simple, et c'est ce que disait le président Macron pendant sa campagne présidentielle, ça bride un peu, ça ralentit les procédures, c'est quelque chose d'ennuyeux, cette qualification. Donnons toute l'autonomie aux établissements. Pourquoi ça pourrait être un problème que toute l'autonomie soit laissée aux établissements? Alors, ça peut être un problème parce que, donc revenons par exemple sur le point de l'intégrité des disciplines, le CNU 06, qui est sciences de gestion du management, vérifie des compétences académiques pour les sciences de gestion du management. Voilà, c'est une espèce de garantie qu'offre le dispositif national, un service rendu aux établissements qui ne perdent en rien dans leur autonomie de choix de candidat. Le choix du candidat, ils l'ont de toute façon. Dans les universités, je pense qu'il ne peut pas forcément y avoir une représentation de chaque discipline, de façon, par exemple, à la proportion du nombre d'étudiants dans les disciplines, par exemple. Ce serait intéressant d'avoir une représentation disciplinaire en fonction du nombre d'étudiants inscrits dans les diplômes, master, licence, par discipline en proportion. Là, ce serait intéressant de voir un petit peu comment se passeraient les recrutements. Sur l'autonomie, déjà le CNU n'enlève rien à l'autonomie des universités, on peut tout à fait cohabiter. Et ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir ce système biparti, un petit peu comme le Sénat, l'Assemblée nationale, le président, le Premier ministre, qui se complètent bien finalement. Une opposition, il faut arriver à convaincre, et c'est surtout on offre du choix aux collègues. Ça, c'est intéressant. On offre un choix de carrière qui peut être différent.
Alors évidemment, hein, tout ça est très inspiré du modèle anglo-saxon. Moi, j'ai ouï dire parfois, y compris des collègues anglo-saxons, qui disent quand on travaille sur des sujets de recherche qui plaisent pas beaucoup à nos présidents ou je sais pas, aux financeurs de notre institution, ça peut être problématique. Là, le CNU, ça garantit une indépendance quand même, une indépendance d'esprit, une liberté de ton, de parole. Moi, je pense qu'effectivement, ça garantit énormément, tout comme le concours d'agrégation du supérieur garantissait une liberté d'action et surtout était aussi des boosters de carrière, dans le sens où on pouvait passer professeur jeune. Il faut rappeler que du temps du concours décontingenté, contingenté de l'agrégation au niveau de sciences de gestion, la moyenne d'âge pour passer professeur, c'est 34 ans. Or là, depuis que le concours est affaibli, on est passé à 44 ans de moyenne d'âge. Donc, en termes de dynamisme au sein de la communauté, je pense qu'on a perdu, parce que c'était intéressant d'avoir des collègues jeunes, moteurs, qui passaient professeurs jeunes, qui avaient encore beaucoup d'énergie et d'idées à investir. Et en termes effectivement, de liberté, de parole, d'expression, je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs instances de reconnaissance de compétences. On est sur de la reconnaissance de compétences et de la valorisation compétences. Et ça, c'est intéressant d'avoir deux voies possibles. Bien sûr. Alors, on rappellera que l'indépendance a une valeur et elle n'a pas de prix. Oui, tout à fait. Et pour revenir au modèle anglo-saxon et américain qui est souvent donné en exemple, il faut se rappeler que la responsabilité d'un président ou d'un directeur d'université américaine n'est pas du tout la même que celle d'un président français, et tant mieux d'ailleurs peut-être. Mais je pense qu'on ne peut pas se calquer et culturellement et l'histoire de la France sur le modèle américain. Il faut aussi rappeler que les études dans le supérieur à l'université française, donc c'est du service public, et il n'est pas gratuit, mais il est à un peu moins de 500 € par an pour un étudiant. Donc ça veut dire que quand même beaucoup d'étudiants peuvent avoir accès à un enseignement de qualité. Et je pense qu'on est tous issus, on est beaucoup à être issus de l'université française quand on est maître de conf ou professeur, et je pense qu'on est tous issus de milieux très différents, et on a tous bénéficié de cet enseignement, et je pense que cette mobilisation vient de là aussi, c'est-à-dire qu'on a envie de rendre ce qu'on a reçu, l'université française nous a tous donné, en termes de compétences, d'éducation, de savoir, de connaissances, et on se bat un peu pour elle quand même, parce qu'il y a une petite mise en péril avec la fin de la qualification. Oui, vous évoquez même le fait qu'on serait en train d'abattre l'université française. Dernier point, Haute-de-Ville, on rappellera aussi que quand on leur a donné l'autonomie aux établissements, il y a un certain nombre d'établissements où ça s'est mal passé. Et on a même des universités qui se sont retrouvées en faillite. Donc peut-être qu'il y a des contrepoids quand même, c'est important à maintenir et à préserver. Oui, alors moi je suis ravie que les universités, non pas les sociétés justement, aient été rattrapées, parce que c'est du service public. Mais le service public indique donc que le pouvoir doit être partagé, parce que les acteurs sont multiples, la société, le premier acteur, comme c'est les fonds publics, le gouvernement, et je pense que le gouvernement devrait avoir tout intérêt à garder des dispositifs nationaux forts, comme les concours d'agrégation, comme la qualification, parce que c'est un garant pour le ministère de vérifier un petit peu comment ça se passe au niveau des établissements. Tout en n'enlevant aucune autorité sur le choix des collègues lors du recrutement. Bien sûr, et de la même façon qu'on préfère être opéré par un médecin qui a été qualifié sur une liste d'aptitudes, on préfère que nos enfants suivent des cours avec des enseignants-chercheurs qui ont été qualifiés à un niveau national plutôt que strictement local. Non, tout à fait, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est enseignant-chercheur à l'université, on est libre du contenu de ses cours. On est libre des contenus de ses cours et on est normalement libre constitutionnellement de ses choix de sujets de recherche. Et donc par là, à un moment donné, il faut rendre compte, nous aussi. On rend compte à notre CNU, on rend compte à notre CNU, on rend compte à nos pairs lorsqu'on va demander une promotion. Et donc c'est quand même important que ce soit des spécialistes de la discipline qui estiment et évaluent le travail effectué. Un exemple, je vais avoir un groupe de travail, donc on est en train de constituer un ouvrage CNU, et de jeunes collègues m'ont dit, par exemple, cette année, c'était difficile d'apprécier l'innovation pédagogique dans les dossiers pour les promotions. Parce qu'avec le Covid, tout le monde fait de l'innovation pédagogique. On fait tous des cours en ligne, on a tous fait des MOOC, on est tous très inventifs dans la façon de passer le savoir dans ces moments de confinement. Et du coup, ils vont écrire un chapitre sur les faits observables de ce qu'est une innovation pédagogique.
Et donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est des aides qu'on va donner aux collègues pour valoriser leur travail, mais aussi pour ceux qui aimeraient atteindre ce niveau d'innovation pédagogique, un niveau attendu dans la discipline en sciences de gestion et du management. Eh bien, ça peut être des outils utiles pour mieux travailler aussi. Alors que la loi de programmation de la recherche vient de rebasculer à l'Assemblée nationale, donc des débats à suivre de très près, et évidemment que nous allons suivre de très près. Merci, Oui. Aude Deville. Merci beaucoup, Jean-Philippe.